Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour LCI Midi, 3 heures de direct, 3 heures d'infos avec plus que jamais nos envoyés spéciaux sur le terrain. On sera à Kazan en Russie avec Jérôme Garraud, Mickaël Merle pour un sacre attendu de Vladimir Poutine. Et puis on sera également au Liban avec des images exclusives, un reportage sur une frappe polémique d'Israël. Tout de suite, l'information c'est avec Sylvia Amicon. C'est parti pour LCI Midi, le journal. Bonjour Sylvia. Bonjour Christophe et bonjour à tous. On commence par cette alerte enlèvement qui a été déclenchée ce matin suite à la disparition d'un nourrisson prématuré de 17 jours. Cela se passe à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Marie Belot est avec nous du service police-justice de TF1 LCI. Bonjour Marie, que s'est-il passé ? Eh bien, depuis 7h45, la police judiciaire diffuse cette alerte enlèvement. Santiago, nouveau-né de sexe masculin, âgé de 17 jours seulement, cheveux blonds, habillé d'un t-shirt marron de taille 6 mois et d'un pyjama blanc en velours épais, a été enlevé à la maternité de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. C'était hier soir entre 23h et 23h30. Le nourrisson étant prématuré, une prise en charge médicale constante est indispensable. Les suspects sont ses parents. On les voit sur ces photos transmises par la police. D'abord un homme de 23 ans habillé d'un jean sombre, d'un t-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un surblouson noir, et une femme, sa mère, âgée de 25 ans, habillée d'un pull blanc, d'un blouson sans manches bleu clair et d'une jupe verte. La consigne des autorités: si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même et appelez immédiatement le 197. Merci Marie, vous restez avec nous. C'est l'état de santé du nourrisson qui préoccupe, vous l'avez dit, il nécessite des soins médicaux constants. On va retrouver Maureen Bajac avec Thierry Valta devant l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois. Les soignants de l'hôpital Robert Ballanger sont évidemment très choqués ce matin. Ce sont eux qui ont donné l'alerte hier soir. À 23h30, une des cadres de l'hôpital a vu les parents partir avec le bébé sous le bras ainsi qu'un sac. Les parents qui lui ont assuré qu'ils allaient revenir. Mais une demi-heure plus tard, l'agence régionale de santé est prévenue en urgence. Les policiers arrivent 20 minutes plus tard. Il est donc 23h50. Ils vont visionner les caméras de vidéosurveillance de l'hôpital. Mais malheureusement, impossible d'identifier le véhicule des parents ni la direction dans laquelle ils sont partis. Ce matin, les médecins sont évidemment très inquiets pour le petit Santiago. 17 jours seulement, il est prématuré et a donc besoin de soins urgemment pour rester en vie. Voilà Marie Belot, vous êtes toujours avec nous. Ce sont donc les parents qui sont soupçonnés. On l'a compris, que sait-on d'eux ? Eh bien, on sait notamment que la mère du nouveau-né est une toxicomane connue. Dans l'incapacité de s'occuper de leur fils, la garde de Santiago ne leur a pas été donnée. Voilà ce que nous confie un enquêteur. Des parents qui avaient communiqué une adresse à Aulnay-sous-Bois, mais celle-ci s'est avérée fausse. Les policiers sont allés sur place et n'ont trouvé que de la famille éloignée, de la famille qui n'a rien voulu dire aux forces de l'ordre. Pour l'heure, la police judiciaire n'a pas pu identifier de véhicule et les deux parents auraient délibérément coupé leur téléphone. Les policiers n'excluent pas un projet de fuite à l'étranger avec les parents et leurs nourrissons. Merci beaucoup Marie pour ces précisions. On continue de suivre cette alerte enlèvement sur LCI. Dans le reste de l'actualité, alors que l'examen du budget se poursuit à l'Assemblée dans une ambiance tendue, le ministre de l'économie était dans la matinale Bonjour ce matin. Pour Antoine Armand, 2/3 de l'effort proviendra bien d'une baisse des dépenses. Pas question de toucher aux Français qui travaillent, ni même aux petites et moyennes entreprises. On va l'écouter sur notre antenne ce matin. Nous ne proposons pas de taxer les Français qui travaillent davantage. Nous indexons le barème de l'impôt sur le revenu pour que l'impôt sur le revenu ne soit pas plus important pour nos compatriotes. Nous ne touchons pas aux TPE, aux PME qui embauchent, qui emploient, qui travaillent. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de déficit et de dette. Mais si on veut s'en sortir, il faut qu'on travaille et qu'on produise davantage en France. Une taxe sur les poids lourds pour réduire le trafic en Alsace, réduire également la pollution. La décision a été prise à l'unanimité hier par les élus de la collectivité européenne d'Alsace. La taxe serait en vigueur dès 2027, 0,15 € par kilomètre pour les camions de plus de 3,5 tonnes. De l'autre côté du Rhin, cette taxe est déjà mise en place par les Allemands. Une taxe que les acteurs économiques de la région ne voient pas d'un bon œil. On va écouter le président de la collectivité.
L'Alsace qui est frontalière avec l'Allemagne et notamment le land du Bade-Wurtemberg se retrouve face à un afflux de camions depuis de nombreuses années. Nous avons décidé à l'unanimité de mettre en place une taxe qui permettrait du coup de réduire le trafic. Nous réfléchissons encore sur le niveau de prix. Il ne sera pas forcément exactement le même à toutes les heures de la journée. Ce qui nous apparaît important, c'est d'éviter un trafic trop important aux heures de pointe. À l'étranger, au Liban, le Hezbollah, considérablement affaibli, continue de répliquer. Une base navale près de Haïfa et une base du renseignement en Israël près de Tel Aviv ont été visées dans la nuit par la milice. Et puis, dans le même temps, on dénombre 13 morts, dont un enfant, et 57 blessés dans une frappe israélienne hier soir dans la capitale, près du plus grand hôpital public du pays. 300 cibles du Hezbollah ont été visées au Liban en 24 heures, selon l'État hébreu. Et de nouvelles frappes ont lieu en ce moment sur Tyr, dans le sud du pays. Anthony Blinken est arrivé de son côté à Tel Aviv dans l'objectif de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération de tous les otages. Il commence une nouvelle tournée au Proche-Orient. C'est déjà la 11e fois qu'il vient dans la région depuis le 7 octobre 2023. Joe Biden, qui estimait que la mort de Yahya Sinwar ouvrait un chemin vers la paix. Sur un cessez-le-feu, écoutez Sébastien Lecornu, ministre des Armées, invité de Darius Rochebin hier soir sur LCI. C'est plus qu'une espérance, c'est une nécessité pour notre sécurité collective. Jamais une escalade et une guerre directe entre l'Iran et Israël n'a été aussi fort. Vous voyez bien que l'Iran, depuis le début, a un agenda de déstabilisation qui passe par ses proxys, en mauvais français, des auxiliaires, qui a tenté justement d'enfermer cette guerre au Liban, les frappes depuis le Yémen avec les Houthis sur la mer Rouge, les milices chiites qui sont en Irak. Et puis vous voyez bien qu'il y a une doctrine qui s'appelle l'escalade pour la désescalade, rétablir la dissuasion. Et vous voyez bien que depuis cet été, cette machine est en train de s'enrayer et que vous avez plutôt une escalade pour l'escalade avec désormais des frappes directes entre l'Iran et Israël. Plus que 2 semaines pour convaincre pour les candidats à la présidentielle américaine. On sait, ils sont au coude à coude. Ils se déplacent essentiellement dans les États que l'on appelle les swing states, qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Selon une étude du magazine The Economist, Donald Trump est donné vainqueur à 54% pour la première fois depuis le mois d'août. Il s'agit d'un modèle statistique de l'élection présidentielle mis en place par The Economist. Un score en hausse de 6 points par rapport à la semaine dernière. Voilà pour l'essentiel, Christophe. Merci beaucoup, Sylvia. On reviendra d'ailleurs parce que ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis que cette étude. La suite de LCI midi, ça se passe grâce à Jérôme Garraud et Michael Merle. Regardez, ils sont là, ils nous attendent. Bonjour Jérôme, et vous n'êtes pas n'importe où tous les deux puisque vous êtes à Kazan au bord de la Volga et Vladimir y est en maître de cérémonie pour une démonstration de force. Le sommet des BRICS, ça dure 3 jours. C'est un autre monde fait de puissantes nations que le président russe veut fédérer dans sa croisade anti-Occident. Parmi les invités, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Iran, mais également l'Afrique du Sud. On verra dans un instant d'ailleurs avec Laura Pouget le poids de ces BRICS. Mais d'abord, cher Jérôme, il y a un enjeu important pour Vladimir Poutine et vous allez nous en parler. Oui, l'un des enjeux, c'est de ne pas apparaître comme étant isolé. Et puis vous avez ici des caméras du monde entier qui vont filmer ce sommet des BRICS. J'ai croisé des journalistes de grandes télévisions américaines, mais aussi des médias européens, français. On a croisé quelques confrères de Radio France ou du Figaro, par exemple. Mais vous avez aussi tous ces médias qui viennent du reste du monde. Si vous voulez, on peut avancer un petit peu, faire un petit tour, on va vous montrer. Vous avez par exemple ici toute cette table qui est occupée par les médias du Venezuela. De l'autre côté, sur votre droite, là, ce sont les médias chinois. On continue un petit peu plus loin. Vous voyez, ça continue. Là, vous avez encore juste ici la télévision vietnamienne, etc., etc. Au loin, on a ces écrans géants sur lesquels sont projetées assez régulièrement les images du tarmac de l'aéroport de Kazan, sur lequel se posent les avions des différents chefs d'État. On a vu tout à l'heure le Premier ministre indien Narendra Modi arriver,
Une heure plus tard, environ, c'était au tour de Xi Jinping. Et ces images, elles passent également à la télévision russe. Hier, je regardais le journal du soir à 21h sur la première chaîne russe. Et le journal ouvrait avec ses titres sur ce sommet des BRICS. Le message qui est adressé à la population, aux habitants, à la population russe, c'est de dire, regardez, nous ne sommes pas isolés, comme le dit l'Occident. Nous avons aussi des amis et même des alliés. Et ils viennent jusqu'ici, en Russie, pour nous parler. Merci beaucoup Jérôme et Mickaël. Vous restez avec nous parce que on va vous retrouver dans un instant. En termes d'image, on va vous parler d'une image symbolique. Ce sera jeudi. Il y a une rencontre entre Vladimir Poutine et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Une entrevue qui interpelle et surtout, vue d'ici, qui dérange. Avant de retrouver Jérôme et Mickaël, d'un mot, Magali Barthès, c'est l'image, parce qu'on va les voir tout au long de cette journée de ces présidents, et pas n'importe lesquels, qui arrivent sur le tarmac de Kazan. C'est l'image que veut Vladimir Poutine. Oui, c'est l'image qui est vantée, en effet, comme le disait Jérôme, sur toutes les chaînes de télé russes, c'est-à-dire la plus grande opération diplomatique, grand sommet diplomatique jamais organisé sur le territoire russe. En effet, on ne manque pas de superlatifs pour décrire ce qui va se passer, parce que à la fois pour Vladimir Poutine, c'est une façon d'asseoir son autorité à l'intérieur, parce que de dire en effet que tout le monde, tous ces grands dirigeants viennent le voir, c'est une façon en effet de montrer sa stature. Et puis, évidemment, vis-à-vis des Occidentaux, c'est une façon de montrer à quel point il garde des soutiens, à quel point toutes les sanctions internationales n'ont pas fonctionné, qu'il n'a rien d'isolé et qu'il peut compter sur des pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et même Antonio Guterres, même le patron de l'ONU qui vient à lui à ce sommet. Ça aussi, c'est une vraie victoire diplomatique. Jérôme va nous en parler dans quelques instants. Il est là au milieu de la salle de presse. Et puis on verra avec Laura Pouget le poids de ces BRICS, le poids démographique, le poids économique également. Et qu'est-ce qu'on pèse, nous, l'Occident, face à ces BRICS? À tout de suite. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, no problémol. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant. Un pare-brise fissuré? Chez Carglass, on remplace votre pare-brise, quelle que soit la marque ou le modèle. En plus, c'est garanti à vie. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. C'est gratuit. Et en ce moment, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto. Il y a plus de 50 pièces et c'est gratuit. Alors, carglass.fr ou 3044. Carglass remplace. Oula, c'est quand tout part en vrille qu'on se dit qu'Internet, c'est vraiment ce qui doit pas lâcher. On commande? Ouais, je crois que c'est mieux. Pardon. Parce qu'une bonne connexion, ça sauve toujours un peu la vie. Je te jure, c'est écrit que ça marche. Ça te fait rire, toi? C'est que t'es beau gosse avec les lunettes. Bon, après, c'est clair que ça peut pas tout rattraper non plus. Et même si on peut pas faire grand-chose contre le karma, on peut au moins faire en sorte que votre connexion Internet soit pas une galère de plus. Orange est là. Je vois la détresse de mon mari. Il était pâle, il était pas bien. Quand Marine a été cambriolée, Amaury était là pour elle. Donc du coup, j'appelle Amaury parce que je me suis dit, voilà, on contacte son assureur. Et mon mari me regarde et je lui dis, mais t'inquiète pas, il arrive. Ah, mais il arrive là maintenant? Oui, je lui dis, il arrive maintenant. Oui, on est présent, on se déplace, on vient, on est l'assureur de proximité, on n'est pas une plateforme téléphonique. Et il m'a accompagné du début jusqu'à la fin, donc ça vaut de l'or. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout. Elle, c'est Joël. Depuis peu, elle est retraitée et très occupée. Alors, pour bien se protéger, elle a choisi Clésiamut, la mutuelle qui veille sur son bien-être. Devis rapide, conseiller dédié et gestion simplifiée. Clésiamut. Avec nous, prenez soin de vous. Chez Général d'Optique, nous sommes convaincus que bien voir est un droit. Toute l'année, profitez de vos lunettes 100% prises en charge.
Dispositif médical CE. Vendez-moi cette voiture. Cette voiture va de 60... Non, désolé. Oh. Ah. Vendez-moi cette voiture. Quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarla. Nouvelle Alfa Romeo Junior. Redécouvrez l'amour. Découvrez Alfa Romeo Junior Electrica ou Hybrida à partir de 250 € par mois. Vous n'êtes pas le bienvenu, par ici non plus. Et là aussi c'est fermé et c'est bien gardé. Vous êtes cerné, faut laisser tomber. Secteur alarme vous a flashé. On est protégé, quelle tranquillité. Et aux voleurs on dit ciao, ciao, ciao. Secteur alarme agit aussitôt. En moins de 20 secondes chrono. Installation en moins de 24 heures sur secteuralarme.fr. iPro, riche en protéines, maintenant avec du magnésium et de la vitamine B9. Aide au renforcement musculaire et à la réduction de la fatigue. iPro, nourrit tes progrès. En adoptant les bons réflexes, on pense déjà aux automobilistes de demain. Chez Noroto, profitez de pneus à prix imbattable toute l'année où on vous rembourse la différence. Aujourd'hui, grand soleil sur l'ensemble de la... Non, de la pluie, non, du soleil. C'est ben non, il y aura du vent, il y aura beaucoup de vent. Le blouson Tissaïa réversible est à 15 € pour les enfants et 20 € pour les adultes en exclusivité chez Leclerc. Toute la mode est à prix Leclerc. Leclerc. Je suis un homme, je suis pas vivant, je suis vivant. Mais non, j'hallucine. Il a enfin un nouveau frigo. Non, il est juste réparé. Ah, j'allais pas le jeter. Et la réparation, c'est qui? C'est quand même pas toi. Non, c'est Darty. Non mais Lapino, on t'a pas demandé où tu l'avais acheté, mais la réparation c'est qui? Darty. Parce que Darty répare maintenant. Bien sûr. Moi je suis guignol. Mais oui. Bah oui, Darty c'est aussi la réparation. N'attendez pas d'être en panne. Avec l'abonnement Darty Max, faites entretenir et réparer en illimité tous vos appareils. Un pare-brise fissuré? Chez Carglass, on remplace votre pare-brise, quelle que soit la marque ou le modèle. En plus, c'est garanti à vie. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. C'est gratuit. Et en ce moment, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto. Il y a plus de 50 pièces et c'est gratuit. Alors, carglass.fr ou 3044. Carglass répare, Carglass remplace. À quoi ça ressemble un type qui se soucie de la santé des autres? Chez Écoutez Voir, l'achat de vos lunettes contribue aux services de soins et d'accompagnement mutualistes, comme les crèches, les EHPAD, les centres dentaires. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste. Parfois, c'est en allant là où personne ne peut vous suivre que vous devenez la personne à suivre. Enfin, à moins de partir vraiment trop loin. Nouvelle Jeep Avenger, maintenant disponible en hybride. Jeep Avenger, 100% électrique, hybride et essence, à partir de 199 € par mois. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, nos problémols. La suite de LC Midi, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, une partie des grandes puissances de ce monde vont passer 3 jours à Kazan sur les bords de la Volga. Regardez ces images, l'arrivée des présidents chinois, mais également du Premier ministre indien. Vous avez également le président sud-africain. Tout ce beau monde vient pour 3 jours pour le sommet des BRICS et certainement aussi pour participer à ce que veut Vladimir Poutine, la gloire, et surtout montrer au reste du monde qu'il n'est pas seul et qu'il peut compter sur des amis. On va retrouver Jérôme Garraud et Michael Merle. Jérôme, vous êtes directement dans la salle de presse. Les journalistes du monde entier sont là. Tout à l'heure, ensemble, on parlait de ces images que veut Vladimir Poutine. Il y en a une autre aussi. Ça se passera jeudi. Une rencontre entre le président russe et Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Alors, vu d'ici, cette entrevue, autant vous le dire, elle interpelle et elle dérange, mais pour Vladimir Poutine, c'est important.
Bonjour, oui, c'est vrai que d'un point de vue européen ou américain, cette venue d'Antonio Guterres est surprenante. Mais étant donné qu'il est le secrétaire général des Nations Unies, sans doute peut-il difficilement ignorer cet événement des BRICS plus maintenant qui sont un petit peu plus nombreux, qui représentent, je sais que vous allez en parler bientôt, mais qui représentent quasiment 50% de la population mondiale, près d'un quart du PIB mondial. C'est aussi le reflet de nouveaux équilibres géopolitiques qu'il est difficile d'ignorer. Et dans le même temps, c'est vrai que ça tombe assez mal puisque ce sommet des BRICS cette année est accueilli en Russie, à Kazagne, que Vladimir Poutine va sans doute utiliser ces images. D'ailleurs, la rencontre bilatérale avec Antonio Guterres aura lieu jeudi. Jeudi, ce sera le moment où Vladimir Poutine, un petit peu en chef d'orchestre, va clore ce sommet avec une grande conférence de presse. Et pour lui, évidemment, c'est un moment qui va compter. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à Michael. Vous intervenez, bien évidemment. L'antenne vous est ouverte quand vous voulez. Arthur Königsberg, c'est véritablement les images que voulait Vladimir Poutine. Les grands de ce monde, une partie, on verra avec Laura Pouget dans un instant, l'importance des BRICS. On n'est pas dans un petit club, on est pratiquement sur la moitié de la planète. Et pour lui, c'était le moment de dire aux Occidentaux, dans sa croisade contre les Occidentaux, regardez, je ne suis pas seul, une grande partie du monde, et peut-être même les plus puissants, sont avec moi. Bien sûr, c'est exactement les images que voulait Vladimir Poutine. Après, il faut quand même les analyser et peut-être même les critiquer. Les BRICS, c'est quand même une création de Poutine et Lavrov en 2009. Dans ce format, il ne peut pas être isolé. Il ne peut pas être isolé dans le propre club qu'il a créé avec son ministre des Affaires étrangères. Et il est un peu parfois caricatural de parler des BRICS comme une coalition anti-Occident. C'est quand même beaucoup plus nuancé. C'est même pas forcément un bloc. Il représente ce qu'on appelle... Un groupement d'intérêts, non? On pourrait dire ça comme ça? Parfois, ils ont beaucoup d'intérêts divergents. Donc c'est plutôt la représentation de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Mais c'est loin d'être un bloc. Ils ont des stratégies et des intérêts très divers. Mais effectivement, en termes de communication, c'est exactement ce que veut Vladimir Poutine. Je ne suis pas isolé. Je suis avec les grandes puissances de ce monde qui représentent 50% de la population mondiale, plus de 30% du PIB mondial. Mais ces pays sont beaucoup plus liés par un narratif sur, par exemple, le nouveau colonialisme de l'Occident. Oui, la lutte contre l'Occident, mais c'est le cheval de bataille de Poutine. Exactement. Pierre-Antoine Donnet, cette analyse de ce rendez-vous important, Laura nous a rejoint, donc on va voir quelle importance, justement, ont ces BRICS dans le monde, économiquement, également en termes de démographie, mais d'abord sur ces 3 jours passés, l'importance et peut-être les retombées. Écoutez, moi je pense que c'est certainement pour le président Poutine un succès en termes d'image, parce que faire venir chez lui tous ces présidents, alors que lui-même est considéré comme un paria en dehors de cette zone des BRICS. Oui, parce qu'il faut le dire, il ne peut pas se déplacer. Il a un mandat d'arrêt quand même sur sa tête. Donc, et alors en particulier, voir le secrétaire général des Nations Unies se déplacer sur place. Ça vous choque, ça? Moi je trouve que c'est à tout le moins un grand questionnement sur le rôle des Nations Unies aujourd'hui, d'aller voir un paria sur place en Russie aujourd'hui, alors que c'est lui qui, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, a déclaré la guerre contre l'Ukraine. Moi, je trouve que c'est frappant et je trouve que c'est même désolant. Vous vous souvenez d'ailleurs cette anecdote, première visite de Guterres à Kiev au début de cette guerre, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il est là, il est obligé de se réfugier dans un abri tout simplement parce que la Russie bombarde la capitale ukrainienne et qu'un missile tombe à quelques centaines de mètres de lui. C'était une façon pour Poutine de célébrer la venue du patron de l'ONU. Merci d'être avec nous, chère Laura. Alors on parle beaucoup des BRICS. Mais grâce à vous, on va connaître l'importance de ce groupement ou regroupement de pays parmi les plus importants. Un club, pourrait-on dire, Christophe, un club de pays qui s'est construit, vous allez voir, en plusieurs temps. En 2009, cela débute par une alliance à 4, les BRICS à l'époque. Brésil, Russie, Inde et Chine. Voici cette année-là les 4 dirigeants réunis pour le premier sommet du club, du groupe à Ekaterinbourg, en Russie. On y voit de gauche à droite les présidents Lula pour le Brésil, Dimitri Medvedev pour la Russie, Hu Jintao pour la Chine et le premier ministre indien de l'époque, Manmohan Singh. En 2011,
Ils sont rejoints par un nouveau membre, l'Afrique du Sud, et deviennent ainsi les BRICS. Puis en 2024, les BRICS plus, avec l'arrivée de 4 nouveaux pays, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. À eux 9, ils représentent, regardez, 41% de la population mondiale contre un peu moins de 10% pour les pays du G7 et 36% du PIB mondial contre environ 30% pour ceux du G7. L'écart devrait continuer de se creuser. Regardez, selon les prévisions du FMI, Fonds monétaire international, les BRICS plus représenteront 37,6% de ce PIB mondial en 2027 contre seulement 28,2% pour le G7 sous la barre des 30%. La poursuite d'un mouvement qui dure, voyez, depuis au moins 30 ans. Vous pouvez le constater sur ces courbes, 30 ans pendant lesquels la part du G7 dans l'économie mondiale n'a cessé de diminuer, tandis que celle des BRICS a beaucoup augmenté. Vous restez avec nous, chère Laura, on va parler d'intérêt. Vous le disiez tout à l'heure, parfois ces pays ne regardent pas dans le même sens et parfois ils ont des intérêts divergents. Mais avant, c'est quand même assez impressionnant. On est parti de rien et aujourd'hui c'est presque la moitié de la planète avec un essor économique quand même qui est retentissant. D'autant qu'un certain nombre, on parle de Poutine, mais on pourrait peut-être aussi parler de Xi Jinping, de l'Iran aussi. La Turquie, on va en parler, c'est un rôle un peu ambigu. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit des grands amis de l'Occident, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, des États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est la capacité d'entraînement finalement de cette marque BRICS qui s'ouvre maintenant à BRICS+. Alors c'est vrai que c'est une création. Voilà, c'est une création en effet qui autour de la Russie au départ, mais qui a réussi quand même à élargir et à les séduire. Quand même de très nombreux pays. Quel lien entre l'Éthiopie, le Brésil, l'Iran, la Chine? On voit que c'est quand même très, très disparate parce qu'en effet, ils ont des intérêts économiques divergents. Certains veulent continuer de commercer avec l'Occident, tandis que d'autres sont complètement sous sanctions internationales. Donc oui, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais ils ont un intérêt commun, c'est quand même d'avoir ce narratif anti-occidental qu'un autre monde est possible. Quand on regarde, et ça c'est le ministre russe des Finances qui le dit, la croissance des pays du BRICS comparée à celle des pays du G7, on est à 4,4% cette année pour les pays des BRICS, on est à 1,7% pour les pays du G7, 1,7% de croissance. Comme si les Russes voulaient insister sur le fait que finalement le nouveau monde c'était eux. Le G7 c'était l'ancien monde et que finalement les accords de Bretton Woods, tout cet ordre international post-Deuxième Guerre mondiale était maintenant obsolète. L'un des objectifs de ces BRICS c'est de remettre en place des institutions concurrentes de celles des Occidentaux, c'est-à-dire un nouveau système monétaire international, dédollariser l'économie, avoir de nouveaux moyens de paiement, avoir une nouvelle bourse pour les céréales qui ne serait pas dépendante des prix fixés par les Occidentaux. Donc c'est vraiment une façon de challenger, de mettre au défi le monde occidental. Alors on va retrouver Jérôme Garraud et Michael Merle, toujours depuis Kazan, sur les bords de la Volga. Jérôme, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Kremlin, par la bouche du porte-parole de Vladimir Poutine, ne présente pas ce sommet des BRICS comme un sommet anti-Occident. Il ne s'agit pas d'une croisade contre l'Occident ni les États-Unis. C'est plutôt une façon d'exister en parallèle, d'avoir d'autres propositions. Oui, je pense que Magali Barthès le disait bien. C'est vrai que les pays des BRICS, on le dit souvent, ne forment pas un bloc. Ils ont des intérêts qui divergent. Il y a certains pays comme l'Inde ou le Brésil qui veulent continuer de commercer avec l'Europe, avec les États-Unis, qui vont continuer à utiliser le dollar pour les échanges. Il y en a d'autres qui font partie des BRICS toujours, comme l'Iran, comme la Chine, qui sont davantage dans cette logique d'affrontement avec l'Occident. Donc la Russie, qui pilote un petit peu ce sommet cette année, essaye un petit peu de ménager son discours. Et même si Vladimir Poutine veut emmener ces pays dans sa croisade anti-occidentale, les éléments de communication qui sont diffusés sont un petit peu différents. Ce qu'on entend plutôt, c'est que les BRICS ont vocation à établir un nouvel ordre international plus juste, sans la domination occidentale, sans la domination des États-Unis. Vous voyez, les éléments de langage changent un petit peu pour essayer de ménager les différents pays. Merci beaucoup Jérôme, merci à Michael. Et c'est très intéressant, c'est important. Si vous voulez fédérer, effectivement, ne mettons pas
tous ces œufs dans le même panier, essayons de proposer. Puis il y a certainement des pays, on va en parler d'ailleurs, qui le prendraient mal. On pense à la Chine, pour qui l'économie est importante, et on se doute que Pékin ne veut pas se couper du reste du monde. Laura, justement, grâce à vous, on va voir qu'il y a des sujets importants, des sujets de divergence. Quand on le disait tout à l'heure, tous les pays ne regardent pas dans le même sens. Je vais commencer par le sujet de convergence, mais vous allez voir, je vais vite passer en effet sur les sujets de divergence. Allez-y. Sur le plan économique, ils s'accordent sur un souhait, réduire la dépendance au dollar américain. De là à créer une monnaie commune, comme évoqué un temps lors du dernier sommet à Johannesburg en août 2023, pas du tout, pas encore, car il existe de grandes divergences entre ces pays, je vous le disais, notamment économique. Une illustration. La Russie de Vladimir Poutine aimerait que soit mise en place BRICS-P, une plateforme alternative pour les paiements internationaux, après son exclusion du système interbancaire SWIFT. Mais les Chinois, eux, sont réticents car ils n'entendent pas subir le contre-coup des sanctions imposées à Moscou. Quant aux positions géopolitiques, là aussi, l'hétérogénéité règne parmi les BRICS, parmi lesquels on trouve à la fois l'Inde, qui entretient des liens étroits avec les pays occidentaux, et l'Iran, qui en est on ne peut plus éloigné. Des divergences de leadership également, ainsi résumées par un politologue d'origine russe dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. Écoutez, il y a d'une part la Chine qui domine par sa taille et son économie, il y a d'autre part la Russie qui tente de contrôler l'alliance sur le plan politique. Merci beaucoup, Laura. On est là, comme vous le disiez, un groupement. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que l'indépendance par rapport au dollar, on évite l'hégémonie de l'Occident dans son ensemble. Mais ça, c'est un message qui résonne énormément. On parle des pays d'Afrique, des pays du Maghreb, de tous ces pays qui peuvent être dépendants également des céréales, du pétrole. On pense notamment à tous ces pays qui, aujourd'hui, ont besoin de blé pour se nourrir. Oui, évidemment. Et puis, quand on voyage dans le monde, c'est un discours qu'on entend évidemment énormément. Ce narratif développé par la Russie, puis par certains pays des BRICS, on l'entend à peu près partout à travers le monde. Maintenant, là où il faut faire vraiment attention, c'est il y a quand même un pays dans ce groupement, l'Inde, qu'on ne peut vraiment pas présenter comme étant en croisade contre l'Occident ou... Oui, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, oui, il y a la Chine qui compte énormément sur le business pour ne pas sombrer. À l'Inde, alors l'Inde, c'est même le pays le plus ambigu, quelque part. Bien sûr, et puis on se rappelle que Moudi était à Kiev avec Zelensky. Quelque temps après, il était à Moscou avec Vladimir Poutine. Donc voilà, l'Inde joue l'Inde, en fait. Exactement. Et la France aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, l'Inde joue l'Inde. Et il y a quand même dans ces images qu'il faudra interroger. Moi, j'ai quand même le sentiment, quand on compare tous ces pays, qu'aujourd'hui, la Russie, parmi toutes ces puissances, est un peu un nain. C'est-à-dire sur un point de vue économique, démographique. Par rapport à l'Inde, par rapport à l'Inde et la Chine, la Russie ne fait pas le poids. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que Vladimir Poutine veut réunir tout le monde. Il veut peut-être aussi peser sur un certain nombre de pays. On va parler dans un instant de la Corée du Nord. Voilà, il essaye lui aussi peut-être d'agréger. C'est peut-être ça aussi pour Poutine. C'est peut-être d'essayer de piocher et d'avoir un courant Poutine à l'intérieur de ces BRICS. Oui, mais vous avez tout à fait raison. À vrai dire, le véritable géant dans ce groupement, c'est la Chine de très loin. Et le discours de la Chine est très différent s'il est officiel et public ou s'il ne l'est pas. C'est-à-dire que publiquement, bien entendu, il ne s'agit pas d'affronter les États-Unis. Ça correspond au narratif qui est présenté aussi par Poutine. Mais derrière les paravents, si je puis dire, la Chine a un espoir qui est celui, en fait, de prendre la tête de ce groupement. Elle y travaille depuis maintenant longtemps, parce que ça correspond... D'être le leader des BRICS, en fait, voilà, oui, c'est ça. Parce que ça correspond maintenant vraiment à 100% à ses véritables desseins géostratégiques. C'est-à-dire de prendre... Étendre sa toile, comme ça se passe aussi en Afrique, sur une partie de l'Asie également. Si vous voulez, il y a le dit et le non-dit. Le non-dit prioritaire, c'est de chasser les États-Unis de la région Asie. Alors là, les BRICS, c'est un levier extraordinaire sur le plan politique et diplomatique. Alors on voit l'Iran, et d'ailleurs c'est grâce à la Chine, on le sait, que l'Iran a pu rejoindre ce groupe, qui lui aussi est un État voyou, ça on peut le dire comme ça, comme l'est également la Corée du Nord. Donc c'est un groupement qui paraît hétéroclite, mais qui en sous-main est manœuvré par la Chine. Et vous avez raison de le dire, face à la Chine, la Russie, c'est un nain total.
le PIB de la Russie, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne, alors que la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. C'est intéressant quand même. On a l'impression que chacun joue son rôle. Alors la Chine de façon territoriale et économique, l'Inde, on en a parlé, la Corée du Nord n'en fait pas partie, on va en parler dans un instant. Et puis il y a ces pays, l'Afrique du Sud par exemple. C'est quand même très particulier. Pourquoi l'Afrique du Sud est là? Lula ne sera pas là. Il a fait une mauvaise chute, je crois, il est blessé, mais là aussi, l'Amérique latine, c'est quand même aux portes des États-Unis. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, une nouvelle distribution du monde. En fait, c'est les mouvements des non-alignés qui se retrouvent là d'une certaine façon pour essayer de créer en effet un ordre concurrent, à l'Occident. Il est certain que la Russie fait figure de nain économique dans ce club. Mais après, il faut bien voir que Vladimir Poutine va s'en servir dans les prochains jours pour faire valoir des arguments très politiques. C'est-à-dire qu'il va se servir de cette tribune qu'il va avoir notamment lors de sa conférence de presse et lors de ses apartés pour faire valoir sa politique, notamment enfin, sa politique guerrière en Ukraine, en expliquant que ce n'est pas du tout une guerre colonialiste qu'il mène en Ukraine, mais qu'il répond à l'agression américaine et occidentale et que c'est bien l'OTAN qui se cache derrière l'Ukraine. Donc, même si en effet il peut faire figure d'allié économique peut-être moins puissant que les autres, sur le plan politique, il va quand même s'en servir énormément. Et là, vous avez raison, c'est que pour pousser son avantage. Chez Poutine, il y a un discours anticolonialiste, alors que lui, il essaye de coloniser l'Ukraine. Et ça parle à un certain nombre de pays. Bien sûr, et c'est évidemment peut-être le narratif commun à tous ces pays, c'est l'Inde, bien évidemment, avec les Britanniques, et la Chine. se situer contre le nouvel impérialisme occidental. Mais après, c'est véritablement ça qu'il faut interroger aujourd'hui. Et c'est ce que disait d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, il y a quelques mois dans une interview. C'est qu'aujourd'hui, les diplomaties européennes et américaines doivent s'attacher à aller dans chacun de ces pays et les autres, ceux du Sud global, pour dire aujourd'hui, la nouvelle puissance colonialiste du monde, c'est la Russie. Et la Chine. Et la Chine, évidemment. Mais la Russie, dans un premier temps, parce que... Si on n'y va pas, on a perdu. Exactement. Et dans la perspective d'éventuelles négociations de paix avec l'Ukraine, que Poutine puisse s'afficher ainsi avec autant de pays du Sud global, ça peut être aussi un argument qui porte. Oui, parce qu'il y a deux pays que l'on pousse ou que l'on pressent le jour où il faudra négocier, l'Inde et la Chine, comme par hasard. Dans quelques instants, vous restez bien avec nous, on va vous parler de la Corée du Nord. C'est une première, ça s'est passé hier, toujours dans le cadre de l'ONU. Décidément, il se passe des choses. La voix de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Eh bien non. Eh bien non, ces images n'existent pas. Ce ne sont pas des soldats nord-coréens que vous voyez et qui enfilent des uniformes russes. Tout ça, c'est faux. Et puis, vous verrez avec Sylvia Mikon qui sont ces soldats. C'est pas n'importe qui et c'est pas pour n'importe quoi que Kim Jong-un a décidé de les prêter à son ami Poutine. Regardez votre programme sans être dérangé avec Prostamol, complément alimentaire qui contribue au maintien de la fonction urinaire normale. Prostamol, no Problemol. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Maman, le chauffage, il doit être à 19 degrés. Bah oui, je sais. C'est mieux contre le changement climatique. Oh mon grand, je te l'ai déjà dit, ne reste pas 1000 ans à chaque fois sous la douche parce que ça... Je sais. Vas-y, je te laisse, mamie, bonne route. La prochaine fois, pense à covoiturer, hein. Non, mais je sais. Si on veut économiser plus d'énergie, on peut aussi lever le pied. Dis donc, je t'ai dit que j'ai réglé le chauffe-eau à 55 degrés. Oui, je sais. Je baisse, j'éteins, je décale. Pour la planète, chaque geste compte.
Aujourd'hui, grand soleil sur l'ensemble de la... Non, de la pluie, non, du soleil. Non, il y aura du vent, il y aura beaucoup de vent. Le blouson Tissaïa réversible est à 15 € pour les enfants et 20 € pour les adultes en exclusivité chez Leclerc. Toute la mode est à prix Leclerc. Leclerc. On y va pour la visite? Ça va? Hey. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Century 21. Le futur de la banque, c'est bénéficier de taux de change compétitifs pendant ses vacances. Et message à nos amis banquiers, bon courage pour suivre le rythme. Téléchargez l'application Revolut dès maintenant. En France, 2 millions de personnes âgées souffrent d'isolement et de solitude. Les Petits Frères des Pauvres apportent un soutien et une présence humaine indispensable aux aînés isolés. Soutenez notre action sur petitsfrèresdespauvres.fr. Peugeot, leader de l'électrique. La i208 électrique est à partir de 120 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie à l'URCAR offert. Réveillez votre instinct. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir. Chez Rumo, nous travaillons chaque jour avec la méthode Lenta Lavorazione, en consacrant du temps à ce que nous aimons, les pâtes. Pasta Rumo, tenue exceptionnelle à la cuisson. Gamme utilitaire Renault E-Tech 100% électrique. 2 mois de loyer offert. Jour Pro Plus du 21 au 30 octobre. Cuisine Xina. L'anniversaire Xina, c'est bien plus qu'un anniversaire. Et pour l'occasion, Xina vous offre jusqu'à 6 électros. Xina, oui à vos rêves. Titi ta ta ti ti ta ta ti titi ta ti ta 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 titi ta 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 ti ti ta ti titi ta ti 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 ta ti ta. Les jours fous sont de retour. Le mardi et le jeudi, toutes les pizzas médium à emporter sont à 7,99 €. Domineuse. Chez Rumo, nous travaillons chaque jour avec la méthode Lenta Lavorazione, en consacrant du temps à ce que nous aimons, les pâtes. Pasta Rumo, tenue exceptionnelle à la cuisson. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Parfois, c'est en allant là où personne ne peut vous suivre que vous devenez la personne à suivre. Enfin, à moins de partir vraiment trop loin. Nouvelle Jeep Avenger, maintenant disponible en hybride. Jeep Avenger, 100% électrique, hybride et essence, à partir de 199 € par mois. Avant, on pouvait demander au soleil de nous réchauffer. Aujourd'hui, grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de chauffer toute la maison. Économisez jusqu'à 60% de consommation d'énergie avec le leader du photovoltaïque chez les particuliers. Passez au solaire, vous pouvez le faire avec EDF ENR. Rendez-vous sur edfenr.com. Un pare-brise fissuré? Chez Carglass, on remplace votre pare-brise, quelle que soit la marque ou le modèle. En plus, c'est garanti à vie. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. C'est gratuit. Et en ce moment, Carglass vous offre une trousse à outils Noroto. Il y a plus de 50 pièces et c'est gratuit. Alors, carglass.fr ou 3044. Carglass remplace.
Eni présente Plénitude. Avec Plénitude, changer ses habitudes pour mieux consommer l'énergie, ce n'est pas qu'une simple idée. C'est réinventer le quotidien en choisissant un fournisseur d'énergie qui avance avec vous. Et c'est bénéficier de l'accompagnement personnalisé de ses experts pour optimiser sa consommation d'énergie. Découvrez Plénitude, une nouvelle expérience de l'énergie. En savoir plus sur eniplénitude.fr. Vous changez vos habitudes. Et nous aussi. En 2023, Amazon était le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde dans le secteur privé. Voilà, dans LC Midi, on s'interroge sur une guerre à distance par armes interposées. On y viendra dans quelques instants entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous saurez tout. Mais d'abord, cette première, la réponse hier de la Corée du Nord aux multiples accusations d'ingérence dans la guerre en Ukraine. Vous allez voir les images qui vont suivre. Pour Pyongyang, elle n'existe pas. C'est un mensonge. 100 000 hommes, eh bien, il n'y en a pas. Ces 100 000 hommes, ceux-là en tout cas, qui enfilent des uniformes russes pour aller combattre en Ukraine sur le front, tout comme ceux que vous allez voir dans quelques instants qui s'entraînent dans des casernes russes. Eh bien tout ça, c'est faux, c'est de la manipulation. Écoutez, ce haut responsable de Pyongyang, c'était hier et c'était à l'ONU, comme par hasard. As for the so-called military cooperation with Russia, en ce qui concerne la soi-disant coopération militaire avec la Russie, ma délégation ne ressent pas le besoin de commenter ces rumeurs stéréotypées, sans fondement, et qui visent à salir l'image de la République populaire démocratique de Corée, ainsi qu'à saper les relations légitimes, amicales et coopératives entre deux États souverains. Étonnant et surtout première réaction officielle à ces accusations. Alors, on verra que les États-Unis s'inquiètent, la Corée du Sud en est persuadée. J'ai dit 100 000, en fait, c'est 10 000 hommes. C'est déjà beaucoup. Mais comment comprendre cette sortie hier du tout-puissant Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin? Regardez ce qu'il disait sur cette coopération. Ça semblait tout naturel. La Corée du Nord est notre proche voisin, notre partenaire. Nous développons nos relations dans tous les domaines. C'est notre droit souverain. Personne ne devrait s'en inquiéter car cette coopération n'est pas dirigée contre les pays tiers. Nous allons développer davantage cette coopération. Pierre-Antoine Donnet, il y a de la friture sur la ligne, visiblement on ne parle pas la même langue. Certains avouent, d'autres non. Vous savez, le démenti, il était attendu, je veux dire, mais ils vont démentir jusqu'au moment où la preuve sera absolument formelle. Ils ont démenti. Là, les images quand même... Oui, alors effectivement, mais bon, il n'y a pas d'indication géographique avérée. Pas faux. Et ce sont des images qui sont mises à disposition par les services sud-coréens. À l'évidence, suspect. D'où la manipulation. À l'évidence, c'est une réalité. La Corée du Nord a démenti, elle continue de le faire, des livraisons d'armes à l'armée russe. C'est avéré. Je veux dire, il y a une multitude de photos satellites qui montrent les trajets des bateaux jusque dans les ports russes et ensuite le trajet à bord de trains russes jusqu'au front. Donc, on en serait entre 4 et 5 millions d'ailleurs. Alors, si vous voulez, tout ça se passe sous les yeux légèrement ébaudis de Xi Jinping, qui ne dira rien, mais qui s'en félicite. Parce que moi, j'appelle ça la bande des quatre. La nouvelle bande des quatre, donc bien après la révolution culturelle, c'est la Corée du Nord, l'Iran, la Chine et la Russie. Alors, vous dites la bande des quatre, pour les Américains, c'est l'empire du mal. Chacun y va de sa version. Voilà. Alors, là aussi, il y a le dit et le non-dit. La Chine a tout intérêt à garder une façade extrêmement respectable, comme pays qui cherche à travailler pour la paix mondiale. Donc comme on le dit que rien ne se fait ou rien ne se décide à Pyongyang sans l'aval de Pékin, est-ce que vous pensez que Pékin
peut-être pour embarrasser les Russes, hein, d'ailleurs, dit à ses amis, niez. Surtout, non. C'est pas vous, vous n'avez rien fait. Là encore, je pense que quand même, c'est vrai qu'il y a un degré d'imprévisibilité de Kim Jong-un qui est assez élevé. C'est-à-dire que la Chine dit, je pense qu'elle a en partie raison, qu'il est très difficile de dicter quoi que ce soit à Kim Jong-un. Parce qu'à la différence de son grand-père, qui lui était posé, réfléchi, qui avait un véritable message et qui avait une ligne politique posée, et Kim Jong-un, c'est tout à fait le contraire. Mais en même temps, c'est une assurance vie pour la Corée du Nord aujourd'hui d'avoir la Russie à ses côtés et la Chine. Donc qu'elle joue le jeu de la Russie, c'est une évidence. Alors, surtout que des infos, merci d'être là, Sylvia. Il y en a, on en a en tout cas, sur ces 10 000 hommes envoyés. Quand je vous disais que c'est pas n'importe qui et c'est certainement pas pour faire n'importe quoi en Ukraine et notamment sur le front. Et c'est nos confrères de Bild qui font ces révélations ce matin. Effectivement, on se pose une question. Qui sont ces hommes envoyés par Kim Jong-un? Ce sont donc les renseignements sud-coréens qui donnent des informations et c'est Bild qui les révèle. Il s'agirait d'une unité appelée les esclaves de la guerre ou du combat, hein, basée à l'ouest du pays, des unités spéciales qui sont déjà en Russie, 1500 hommes qui sont qui seraient déjà partis à la veille de la visite de Shoigu. Hein. C'était à Pyongyang, vous vous souvenez, c'était en septembre du 8 au 13. Visite en grande pompe d'ailleurs. On vous a déjà montré ces images satellites. Hein. Il y a eu 4 navires de débarquement, 3 frégates de la flotte russe du Pacifique qui sont arrivés des ports de nord-coréens à Vladivostok. Aussi des rotations aériennes entre Pyongyang et Vladivostok avec cet avion militaire, la N-124. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a au moins 400 hommes qui s'entraînent dans les casernes près de Khabarovsk. C'est cette ville qui est aux confins de la Chine, non loin de la Corée du Nord. Ils sont munis de faux passeports, de faux documents. Ils se font passer pour des Bouriates ou des Yakoutes. Oui, c'est immense, c'est pratique, on n'y avait pas pensé. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette unité dont le nom interpelle ? Oui, effectivement, c'est une unité spécialisée considérée comme l'une des plus cruelles au monde. Ce sont des soldats qui protégeaient le père de Kim Jong-un. Alors, le dictateur les a vus récemment lors d'une visite qu'il a effectuée début octobre. On a d'ailleurs les images. Il les a vus, par exemple, briser des dalles de béton posées sur le corps de camarades avec leurs poings, leurs mains, des marteaux. Ils sont appelés esclaves de combat car ils ont vécu bien dans un vide informationnel total, sans aucune information de l'extérieur. Ils n'ont pas Internet, pas d'accès à la télévision occidentale, pas de téléphone portable. Ces soldats baignent dans l'idéologie nord-coréenne, complètement endoctrinés. Voilà ce que dit le Bild notamment. Ils sont préparés dès leur plus tendre enfance à détruire les diables de l'OTAN et les ennemis du leader bien-aimé. Ce sont donc eux qui vont combattre, qui vont aller combattre en Ukraine. Selon le président Zelensky, eh bien, ils sont déjà dans le Donbass, hein, en train de s'entraîner. Les renseignements ukrainiens avancent le chiffre de 10 000. Les Sud-Coréens de 12 000. La presse ukrainienne parle aussi de son côté d'un bataillon soi-disant Bouriat, formé de 3 000 militaires nord-coréens créés par le ministère de la Défense. Il y aurait même déjà eu des désertions d'ailleurs, hein, 18 personnes qui seraient parties, puis il y a déjà des morts, hein, selon le Kiev Post. 6 officiers nord-coréens auraient été tués après une frappe de missile près de Donetsk. Merci Sylvia. C'est pas que je doute des informations de nos confrères de Bild, mais sur ce plateau, il y en a 2 qui acquiescent. Et sur la cruauté et visiblement le fait que cette unité est connue, tristement connue, et notamment sur des unités déguisées, transformées habilement en bourriates pour essayer de passer le plus discrètement possible sur le sol ukrainien. Cette unité, vous la connaissez? On en a déjà parlé? Il y a des gens qui en parlent? C'est-à-dire, oui, effectivement, il y avait ces images-là absolument extraordinaires où on les voyait casser des briques comme ça. Mais moi, je voudrais rajouter une chose. C'est une première avec la Corée du Nord, mais on a eu des Tchétchènes sur place, on a eu même des Népalais, des Gourkhas. Certains disent des Africains également, là où est Wagner en Afrique, avec des hommes qui ont été envoyés. De faiblesse, finalement, parce que pourquoi recourir à des Nord-Coréens pour prêter main forte sur le front? C'est qu'ils en ont besoin terriblement. Les pertes sont terribles, hein, russes. Indiqué d'ailleurs par les Ukrainiens. Bon, ben voilà, il faut peut-être pondérer aussi, mais quand même, la semaine dernière a été l'une des semaines les pires pour l'armée russe, et le mois dernier, ça n'a pas été terrible non plus. Après, tout dépend aussi quel va être leur rôle s'ils se battent véritablement dans le Donbass. Est-ce qu'ils sont là pour accompagner... Là, visiblement, ça semble
on dirait plutôt des troupes d'assaut, enfin, au vu de la légende. Des unités spéciales. Des unités spéciales, c'est aller dans les tranchées et faire le ménage. Ce ne sera pas le principal des 12 000 hommes, j'imagine. Après le pacte d'assistance et de défense mutuelle qui a été signé entre Poutine et Kim Jong-un, les Nord-Coréens, enfin le régime nord-coréen avait déjà expliqué qu'il allait envoyer sur place des gens du génie, notamment, et puis des personnes qui allaient accompagner les livraisons d'armes. Enfin, en tous les cas, c'était des informations qui nous étaient remontées. Est-ce que véritablement ils vont être en première ligne ou est-ce qu'ils vont faire de l'accompagnement, de l'entraînement? Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent aujourd'hui. Est-ce que tout ça se fait avec l'assentiment de la Chine également? Voilà, il y a beaucoup... L'assentiment de la Chine, visiblement, ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire que quand on envoie des troupes, on est à peu près sûr que Pékin est d'accord. Écoutez, pour dire les choses très simplement, la direction communiste chinoise a tout intérêt à ce que non seulement la guerre se prolonge aussi longtemps que possible en Ukraine, mais pour de multiples raisons. D'abord, sur le plan stratégique, la zone d'influence chinoise profite de l'épuisement de la Russie pour s'installer en Asie centrale un peu partout, dans des zones qui, à l'époque, étaient sous influence soviétique puis russe. D'où le thème de tout à l'heure sur les BRICS, en disant que les destinées de certains sont divergentes. Alors de façon plus globale, et là on rejoint justement le narratif des BRICS, troubler l'ordre mondial, c'est tout ce que recherche la Chine, comme maintenant effectivement aussi Poutine. C'est terrible pour l'Ukraine parce que vous avez un Poutine qui veut une guerre longue et vous avez visiblement le plus puissant allié qui serait dans les négociations, le jour où il y a négociation, qui voudrait également une guerre longue. Vous avez réagi aussi tout à l'heure, Arthur, sur ces escouades ou ces unités cachées. Oui, puis après c'est ces images de propagande nord-coréenne aussi qui interrogent, parce que on nous avait déjà fait le coup aussi avec les Tchétchènes, les brigades sanguinaires, les bouchers qui allaient rentrer en Ukraine et prendre d'assaut et gagner énormément de terrain. On a vu leur efficacité sur le terrain. Et là, effectivement, quand on voit ces images de soldats qui cassent des briques avec leurs mains, on se demande quelle efficacité ça va avoir sur le sol ukrainien face à des drones, des chars, des missiles. C'est de la propagande. C'est quand même 10 000 hommes de plus qu'on le voit. Bien sûr. Et là, c'est intéressant, c'est pourquoi Poutine a besoin de ces 10 000 hommes. Exactement, parce qu'il a un énorme problème dans sa mobilisation. Aujourd'hui, on a vu qu'il est obligé d'allonger l'âge pour la mobilisation à 65 ans. On en voit aujourd'hui des Russes de plus de 60 ans dans les tranchées en Ukraine. La Corée du Nord répond à cette demande. Pour le coup, c'est pas très efficace. Non, militairement. Mais parce que, en fait, la Russie, dans la façon dont elle conduit cette guerre, a besoin d'hommes. Elle consomme énormément d'hommes. Et aujourd'hui, à part pour des raisons... Sa stratégie, sa tactique sur le terrain consomme énormément d'hommes. Depuis le début, d'ailleurs. Exactement. Mais là où vous disiez que c'était forcément pas une très bonne nouvelle pour l'Ukraine, moi, là où je m'interroge, c'est quelle est la réponse aujourd'hui de l'Europe face à ces annonces nord-coréennes. De l'Europe en général. De l'Europe, je ne sais pas. De l'Occident, on va attendre un peu. On vivra tout ça en direct. Des États-Unis, oui. John Kirby, hier, a pris la parole. Écoutez-le. Monsieur Poutine doit encore prendre des mesures radicales pour soutenir sa monnaie et maintenir son économie de guerre. Il doit prendre des mesures drastiques pour essayer de maintenir une armée sur le terrain et pour essayer d'obtenir un minimum de succès sur le champ de bataille, ce qui inclut de continuer à obtenir des drones et de la technologie de la part de l'Iran. La Corée du Nord leur fournit des obus d'artillerie et maintenant, des rapports font état de soldats nord-coréens qui se déploient en Russie. Vous avez entendu, Magali, les rapports, donc les rapports qui lui parviennent en tout cas, donc ça semble sérieux. Oui. Mais c'est intéressant parce que cette réaction, elle est là. Donc à partir du moment où vous savez que les Coréens du Nord sont sur le théâtre de l'opération, nous, on fait quoi? Je dis nous, les alliés ou les amis de l'Ukraine. Il est certain que ça pose un terrible défi aux Occidentaux qui, on le voit bien, rechignent quand même à financer cette guerre en Ukraine, livrent toujours le minimum et souvent trop tard. Et les déclarations le week-end dernier de Biden, Macron Starmer n'incitent pas à un engagement. On
voit bien à quel point Zelensky lui-même manque énormément d'hommes, mais alors il manque aussi de matériel, d'armes, et on voit bien en effet les réticences, et ses alliés ont un coup de mou. et que tout ça ne va certainement pas s'arranger après la présidentielle américaine. Donc ça pose un véritable défi à l'administration Biden. Alors là, qui nous dit oui, alors il y a des drones, de l'armement iranien, il y a en effet des obus. C'est vraiment des quantités colossales d'obus nord-coréens qui ont été livrés à la Russie et qui ont servi et qui ont quand même changé. On dit 4 à 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes, c'est énorme. Qui ont quand même changé une Même partie si certains de la donne, disent oui, il ne terrain. fonctionnait pas toujours. 5 millions, ça fait quand même beaucoup. Mais en face, la réponse, en fait, il n'y en a pas en fait des Occidentaux. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que demain on va aller envoyer nous-mêmes des soldats sur le front ukrainien pour tenir tête à cette armée russe. Est-ce que ça va pour autant faire un électrochoc en Europe qui s'armerait davantage, pour livrer davantage? On voit bien quand même depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, à quel point tout ça prend énormément de temps et que de toute manière ces lignes de production que tous les Européens appellent la fameuse économie de guerre que nous promettions, on l'attend ça n'arrive pas, alors qu'à l'inverse, quand même, les Russes, eux, ont mis en place cette économie de guerre, ont quand même ont mis une économie pour avoir suffisamment d'armement à mettre sur le front ukrainien. Donc tout ça est quand même très inquiétant. Et la déclaration là, de Kirby qu'on entend finalement dresse un constat, mais sans en tirer de conséquences. Il nous reste quelques secondes avant de retrouver Guillaume Vosnica pour la météo. D'un mot peut-être sur cette impuissance, parce que c'est un reflet de notre impuissance. Si on n'agit pas là, alors qu'on est persuadé qu'il y a des troupes nord-coréennes sur le sol ukrainien, on fait quoi? Bien sûr, et puis vraiment, cette présence de soldats nord-coréens en Ukraine et peut-être bientôt sur le front, pour moi, résonne avec toute la prudence des Occidentaux, lorsque par exemple en février dernier, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait envoyer des formateurs pour former les nouveaux soldats ukrainiens. On a vu toute la prudence des Occidentaux, des Européens, etc. Aujourd'hui, on voit que la Russie, la Corée du Nord ne prennent pas la même prudence. Effectivement, en face, l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire, mais effectivement, aujourd'hui, la prudence des pays européens et des États-Unis qui sont dans cette élection présidentielle font perdre énormément de temps et de moyens à l'Ukraine. 2 façons de faire la guerre. On reste ensemble, on accueille Guillaume Vosnica pour la météo, c'est dans un instant, et puis on parlera aussi, on parlera des États-Unis, et non pas d'un sondage, mais d'une analyse. Une centaine de cas de figure qui ont été étudiés, et bien vous verrez qui gagne entre Kamala Harris et Donald Trump.